messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Sport à la Une. Beaucoup de football aujourd'hui au sommaire. Fortune diverse pour nos représentants en Afrique. Le Jaraaf de Dakar qui prend une très sérieuse option pour se qualifier pour les phases de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. Le club de la Médina s'est imposé 1-0 face au FC Platinum. Surprise, Malik Daf qui quitte le banc du Jaraaf. Une nouvelle que l'on n'attendait pas certainement. On va développer cela avec nos invités qui sont sur le plateau. 24 heures avant, le Teungueth FC s'inclinait les armes à la main face à l'Espérance de Tunis pour sa première avec la Ligue africaine des champions. Le petit poussé a souffert de l'arbitrage. On en parle également avec nos invités, les U17 qui survolent le tournoi de la zone UFOAB. Les protégés de Malik Daf ont validé leur qualification à la CAN de la catégorie série sur le gâteau. Ils ont battu le Mali en finale. En fin de magazine, nous parlerons hippisme avec Madio Père. Voilà le sommaire de ce magazine de ce lundi. Tout à l'heure, dans quelques instants plutôt, les développements. Là, nos invités qui sont là avec nous, c'est des habitués, vous les connaissez pratiquement tous. Hubert, bonsoir. Bonsoir, cher. Voilà, Hubert Meng, le directeur de publication du quotidien Record. Lamine Mandian, qui fait sa première dans Sport à la Une. Bonsoir, Lamine. Bonsoir, cher Tidiane. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien. Non, pas quotidien, c'est au quotidien de témoin. Voilà. Talafal qui est là avec nous, un grand habitué de cette émission. Bonsoir, Tala. Bonsoir cher Tidiane, bonsoir Hubert, bonsoir Lamine, bonsoir Adama et bonsoir aux téléspectateurs de la TFM. Voilà, et Adama qui commence également à être un habitué de ce magazine Sport à la Une. Bonsoir. Bonsoir Hassan Cher, tout à fait. Je pense que je commence à en faire quelques-uns des numéros de Sport à la Une. Bonsoir à vous et à Tala, à Hubert et à Lamine et à tous les téléspectateurs de la TFM qui sont en train de nous regarder ici ce soir. Alors on ne va pas perdre de temps. Le Jaraaf de Dakar qui prend une option sérieuse sur la qualification après sa victoire 1-0 à l'extérieur face au FC Platinum du Zimbabwe. Paul Valéry Bassène et Pape Seydou Ndiaye se sont parés du costume de héros hier. On voit cela dans cet élément signé à Mamadou Ndiaye. Le Jaraaf de Dakar a réussi hier à Harare un grand coup en allant battre 1-0 le Platinum dans cette rencontre comptant pour la manche aller du tour de cadrage de la Coupe CAF. Les poulains de Moussa Diatta et de Pape Sirédia ont assuré l'essentiel grâce à une réalisation d'Albert Diène survenue après l'heure de jeu. À la 68e minute. Tout de même, le portier Pape Seydou Ndiaye a eu très chaud dans la partie avec les multiples occasions des Zimbabwéens. D'ailleurs, en première période, les locaux ont bénéficié d'un penalty suite à une faute de Chérif Ndiaye à la 25e minute. Mais comme lors du tournoi précédent, les Verts et Blancs ont été sauvés par le portier international Pape Seydou Ndiaye. Le recordman des trophées au Sénégal est un vrai spécialiste des penaltys. Pape Seydou Ndiaye a repoussé le tir de l'attaquant du Platinum permettant à son équipe de remporter finalement la victoire. Une victoire importante pour le Jaraaf en attendant le match retour prévu dans quelques semaines à Dakar. Voilà un match très difficile du Jaraaf, finalement sanctionné par un résultat plus que positif. Hubert, c'était difficile, mais l'essentiel quand même a été fait. Oui, l'essentiel a été fait. Le Jaraaf était parti pour décrocher un résultat positif. C'était synonyme de victoire ou de match nul. Donc le match nul déjà aurait été un très bon résultat. Là, ils ont décroché une victoire 1-0. Je crois que c'est un très bon coup pour le Jaraaf qui se donne toutes les chances de se qualifier la semaine prochaine, du moins en fin de semaine, à Thiès pour le match retour. Je crois que le Jaraaf était déjà dans cette dynamique parce qu'ils ont eu 2 très bons résultats hors de leur base lors des 2 tours préliminaires, donc contre Kano Pillars déjà.
Ils ont fait 0-0 après avoir gagné 3-1, je crois, à Thiès. Et pour le premier et dernier tour, ils sont allés gagner à Abidjan. Je dis premier et dernier tour parce que les gens pensent que très souvent, ce dernier tour, avant le tour de cadrage, c'est le deuxième tour. En réalité, c'est le premier tour dans la dénomination de la CAF. Donc le Jaraaf a fait une très bonne opération et je crois que maintenant il reste à finir le job, comme on dit, la semaine prochaine, Inch'Allah. Voilà, Lamine, une très bonne opération, mais est-ce que c'est pas ce qui fait quand même un peu peur quand on regarde l'historique du Jaraaf dans cette compétition, surtout le match face aux Ivoiriens, où l'équipe perd à domicile et s'impose à l'extérieur, puisque le Jaraaf n'est pas plus à l'aise à l'extérieur qu'à la maison? Oui, on est tenté de le dire si on regarde bien les prestations du Jaraaf à l'extérieur. Ils ont décroché un nul 0-0 à Canopillars alors qu'on s'attendait à un scénario beaucoup plus difficile. Ils ont fait la même chose à San Pedro où ils partaient carrément pas avec la faveur des pronostics. Ils ont ramené une victoire d'Abidjan avec notamment le penalty arrêté par Pape Seydou Ndiaye dans les dernières minutes. Je pense que peut-être que c'est le fait d'évoluer à l'extérieur où il y a moins de pression, où ils vont en position d'outsider qui permet aux joueurs de se sublimer. Le Jaraaf cherche à retrouver sa place en Afrique, comme le football sénégalais d'ailleurs. Et quand ils vont à l'extérieur, je sens qu'il y a moins de pression, les joueurs jouent plus libérés. Si on prend l'exemple du match contre San Pedro ici à l'aller, un joueur comme Aliou Beni Tendeng est passé complètement à côté, un Pape Abdou Ndiaye également. Mais au match retour, Aliou Beni Tendeng a fait un très bon match. Pape Abdou Ndiaye a été l'auteur de la passe décisive du deuxième but. Ce sont ces genres d'exemples qui montrent que peut-être que le Jaraaf est beaucoup plus à l'aise à l'extérieur. Voilà, Adama, quand même, on voit dans ce contexte de pandémie, avec ces restrictions, on voit que des équipes jouent à huis clos. Est-ce que le fait de recevoir ou bien de jouer à l'extérieur, je sais pas, est-ce que c'est un avantage? Parce que quand même, on l'a vu, beaucoup d'équipes ont profité de cette situation et là, on se dit que oui, le Jaraaf s'est imposé en 1-0 à l'extérieur. Je pense que 80%, 90% du boulot est fait alors que ce n'est pas le cas. Oui, merci cher. Je pense que c'est quelque chose qui peut être envisageable parce que, comme on l'a vu, avec l'avènement du Covid-19, il y a beaucoup de choses qui se passent. Aujourd'hui, à chaque fois, on se rend compte que le Jaraaf, comme vous l'avez dit tantôt, fait des résultats plutôt positifs lorsqu'il joue à l'extérieur. Voilà, Canopillars, San Pedro et maintenant Harare contre Platinum FC. Donc, on peut présumer que certainement le fait de jouer à l'extérieur les libère davantage et enlève cette pression peut-être qui pourrait en tout cas les inhiber et qui pourrait en tout cas les empêcher de produire un jeu qui soit cohérent. On l'a vu, Lamine a fait une description tout à l'heure de la qualité du jeu du Jaraaf avec parfois des hommes qui changent mais dont le système est toujours là et avec des résultats qui sont plutôt à mon sens positifs et clairement là les résultats du Jaraaf sont meilleurs à l'extérieur qu'à Dakar. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle du match d'hier avec les Zimbabwéens de Platinum FC, j'ai eu la chance de suivre l'intégralité du match avec le streaming de la télévision nationale. Et le commentateur, il parlait en anglais, mais il a beaucoup insisté sur le fait que le Jaraaf a fait des résultats positifs à l'extérieur, notamment au Nigeria, puis en Côte d'Ivoire. Et là, le Jaraaf vient de les battre là-bas. Ils se disent, eux, le commentateur, il l'a très bien dit, si on se base sur les statistiques du Jaraaf, peut-être qu'il y a un résultat à aller chercher à Thiès le dimanche prochain. Et maintenant, c'est au staff du Jaraaf d'être conscient de cet état de fait. D'oublier ce match gagné. Oui, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire, il ne faut pas... D'ailleurs, il y a un des joueurs du Jaraaf, je ne sais plus c'est qui, que j'ai écouté dans les flash interviews d'après-match, parler de ce match retour-là, disant que peut-être si nous avons le nul, nous passons, etc. Ça, ce sera, peut-être vous allez aborder justement
en tout cas le match retour, mais c'est une erreur à ne surtout pas commettre. Il ne faut jamais se dire dans la tête que nous allons jouer le nul pour pouvoir passer, parce qu'un point nous qualifierait. Le Jaraaf doit recevoir Platinum FC au retour dimanche prochain à Thiès pour justement rééditer cet exploit qu'ils sont allés faire à l'arrière. À Talafal, je me rappelle l'année dernière, vous aviez subi cela avec l'équipe béninoise, c'était une équipe béninoise. Voilà, vous perdez ici en 1-0, mais vous gagnez à l'issue du temps réglementaire 1-0 et vous perdez finalement au tir au but, ce qui veut dire que gagner à l'extérieur quand même ne vous garantit absolument rien du tout. Absolument, et ça je pense que c'est là où on devrait parler de préparation mentale, cher. Parce que dans l'ADN des Sénégalais, je pense qu'on est assez fragile et parfois on se contente de peu. Parce que dans le discours, parfois, et je salue au passage les 2 entraîneurs qui ont été en Coupe d'Afrique. C'est des garçons, par exemple, quand tu entends leur discours, c'est le discours qui fait la différence. Et ils préparent les joueurs de manière à ce qu'ils abordent les matchs avec beaucoup d'envie, avec beaucoup d'attitude sur le terrain. Parce que ce sont des matchs qui se gagnent au mental. Et quand le discours passe au niveau des joueurs, les joueurs se sentent à l'aise. Donc, c'est le respect des consignes, c'est l'animation, c'est l'envie, c'est la détermination. Et je pense que si aujourd'hui les garçons savent qu'ils sont à un doigt de passer dans les phases de poule, je pense qu'ils ne vont pas être là à lésiner sur les moyens pour se dire ce match-là, on l'oublie. C'est une occasion de pouvoir marquer l'histoire du football sénégalais. Le Jaraaf en phase de poule, je pense que... Et en plus... En phase de poule, bizarrement, dans une année où on n'a pratiquement pas joué. Et donc, c'est pour montrer l'importance du discours des entraîneurs. Ça, c'est important. Parce que mentalement, si le joueur est prêt, quand tu vois les résultats de Malik Daf et de Youssouf Dabo, tu sens que c'est le discours parfois qui fait la différence. Parce que sur leur préparation technique, tactique, les garçons sénégalais sont prêts. Maintenant, c'est le mental qui fait la différence. Voilà, c'est le mental qui fait la différence. Lamine, quand même, il y a une nouvelle donne qui est venue gripper, je ne sais pas, à la machine ou bien doucher quand même un peu notre enthousiasme. C'est la démission de Malik Daf à une semaine du match retour. On peut se poser des questions sur le timing et sur les conséquences que cela peut avoir sur le groupe. Tout à fait, c'est le timing qui pose problème. Moi, je pense qu'il pouvait attendre jusqu'après la manche retour pour annoncer cette démission. Surtout qu'il n'y avait pas de raison pour qu'il précipite. Moi, je pense qu'il y a une sorte de précipitation dans cette prise de décision. Le Jaraaf doit jouer dans une semaine un match retour qui sera crucial quant à la qualification de l'équipe. Malik Daf a rempli son objectif de qualifier l'équipe nationale U17 à la prochaine CAN. Je pense qu'il pouvait trouver un compromis pour qu'il continue au moins jusqu'après le match retour pour annoncer cette décision. J'ai peur des répercussions que ça peut avoir sur le groupe. C'est un entraîneur qui est proche de ses joueurs. On voit qu'il est toujours là sur le côté du terrain à donner des consignes, ne lâche jamais ses joueurs. Et s'il n'y a pas cette proximité entre les joueurs et l'entraîneur, ça peut poser problème. Moussa Diatta l'a remplacé contre Platinum Star, mais est-ce que Moussa Diatta peut faire la même chose que... Et Siredia. Est-ce qu'il peut faire la même chose qu'un Malik Daf, qui est l'un des entraîneurs les plus constants si on se base sur les résultats de ces dernières années. Moi, je pense qu'il pouvait encore attendre avant de prendre cette décision. Voilà. Surtout l'aspect mental des joueurs. C'est quelqu'un qui a un discours toujours encourageant. Je me rappelle quand ils ont perdu ici à San Pedro, il a dit en conférence qu'ils nous ont battus ici. On peut aller chercher la qualification là-bas. Et ils l'ont fait. Maintenant, ils vont jouer ce match retour contre Platinum Star sans Malik Daf. On verra ce que ça va donner. Hubert qui est un grand Jaraafman, quand même, il faut le dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le bleu, c'est pour la gendarme. En tout cas, quand même, on se pose la question. Quand même, c'est une affaire d'une semaine, tout simplement. Il suffisait d'attendre la fin de ce tour de cadrage, quand même, pour décider. Oui, ça aurait été l'idéal. Mais je pense que
La rupture a été consommée lors de ce tournoi. Est-ce que c'est pour ce tournoi? Lors du départ, le mardi, où le Jaraaf est parti, c'est-à-dire la veille du départ du Jaraaf, de la délégation du Jaraaf à Harare. C'est là que la rupture a été vraiment consommée. La communication a été faite après. Mais les gens se sont vraiment séparés lors de cette dernière rencontre entre le staff administratif du Jaraaf et le coach. C'est-à-dire c'était soit il part avec eux, c'est ce que le Jaraaf lui avait proposé. Lui, il a préféré rester pour au moins assurer la qualification en demi-finale, du moins en finale, qui permettrait à son équipe de participer à la CAN. C'est la proposition qui aurait été faite au staff administratif du Jaraaf, mais ils ont refusé parce que tout simplement ils ont voulu avoir Malick Daaf avec eux à Harare. Donc ça n'a pas été accepté. L'alternative était que Malick Daaf puisse se qualifier, ensuite rejoindre l'équipe, n'est-ce pas? Mais quand on a fait la simulation, paraît-il, pour les vols, il arrivait au mieux le dimanche et n'était même pas assuré d'être là pour le match. Pour le coup d'envoi. Pour le coup d'envoi du match. Donc c'était vraiment carabiné. Mais bon, c'est dommage, mais c'était inéluctable, cette séparation. C'est-à-dire le choix était là. Il fallait faire un choix. Mais Adama, quand même, pour quelqu'un qui a passé pratiquement plus de 5 ans, je pense 5 ans sur le... Là, depuis septembre 2016. Oui, pratiquement 5 ans sur le banc du Jaraaf, quand même. Avant lui, quand même, on notait quand même une instabilité chronique même à ce niveau. Mais là, quand même, je pense que les deux parties, pour le bien de l'équipe, auraient pu trouver un compromis. Parce que c'est vrai qu'il n'y est pas allé, mais c'est parce qu'il y avait l'équipe nationale. Et il a jonglé entre l'équipe nationale et le Jaraaf pendant plusieurs années, quand même. Oui, moi je pense que c'était véritablement un vrai dilemme cornélien. D'accord? C'est une situation où il fallait prendre une décision. Soit on prend la décision X ou on prend la décision Y. Et chacune des deux décisions qui allaient être prises allait forcément avoir un impact, en tout cas pour le moins regrettable, pour une des deux parties. Peut-être que c'est en ça que la situation était un peu compliquée. Et Hubert, je vais le rejoindre parce qu'il a touché du doigt le véritable problème. Parce que, comme vous le savez, d'une part, le Jaraaf, il est en compétition africaine. Et ce que nous souhaitons tous, c'est que le Jaraaf passe ce cap, Inch'Allah, et se qualifie en phase de poule. Et là, il va falloir qu'il y ait un entraîneur qui soit là en permanence pour faire le travail. Parce que, effectivement, Talla est un encadrant d'une équipe d'élite. Il sait que le travail de l'entraîneur, ce n'est pas seulement ce qu'ils font sur le banc. Il y a un travail en amont qui se fait. Est-ce que cette présence-là, elle était constatée du côté du Jaraaf? Peut-être on peut se poser des questions de ce point de vue-là. De l'autre côté aussi, on voit Malick Daaf qui travaille avec l'équipe nationale U17 du Sénégal, qui vient de remporter le tournoi de l'UFOA pour la deuxième fois, il faut le préciser, et qui se qualifie en CAN U17. Donc, à partir de ce moment-là, il fallait naturellement qu'une décision soit prise. Tôt ou tard, la décision allait tomber. J'ai eu la chance d'avoir suivi plus ou moins ce dossier et d'avoir eu en tout cas le privilège d'être mis au courant depuis Harare par rapport à ce que Hubert a décidé. L'idéal aurait été que la décision soit prise à l'amiable. Il y a eu la paix des braves, le président Chersek, après l'annonce de la démission, il a été démis ou il s'est démis lui-même. En tout cas, après l'officialisation de l'information, Chersek lui-même, il a parlé, il a salué l'attitude de Malick Daaf, à savoir, c'est-à-dire qu'il se décharge de ça. Malick Daaf, de son côté, lui aussi, a dit que, en quelque sorte, il ne voulait pas prendre en otage les Jaraaf. C'est ce que tout le monde salue. Donc, on a vu des deux côtés des positions conciliantes. Tant mieux pour l'opinion publique. Maintenant, peut-être... Ce que je peux dire sur cette affaire-là, parce que quand même, je suis un des premiers à dénoncer l'attitude des entraîneurs au niveau de l'équipe nationale comme au niveau des doublons. Parce qu'ils étaient considérés comme des pigistes en équipe nationale et ils avaient un salaire au niveau des clubs. Donc il fallait au moins trancher par rapport à ça. Mais dans cette affaire, moi je pense quand même qu'on aurait pu trouver un terrain d'entente. La DTN
aurait pu prendre son bâton de pèlerin dès l'instant qu'on avait pris la décision de changer la donne au niveau des entraîneurs nationaux. On pouvait prendre Malick Daf dans le casting, le remettre comme entraîneur adjoint du Jaraaf et continuer à gérer en équipe nationale. C'était possible, hein? Parce que Malick, ce qu'il apporte à son équipe, c'est pas évident de pouvoir l'avoir tout le temps. Et avec les nouvelles technologies, aujourd'hui, on peut se permettre de pouvoir... De coacher à distance même. Non, mais correspondre. C'est-à-dire que Malick, il aurait pu assister au match, quel que soit Alpha. C'est-à-dire qu'il fallait trouver l'idéal par rapport au voyage, au déplacement. Parce que ce qui est sûr, c'est que lui aussi, avec tout ce qu'il a fait avec ces garçons-là, moi je le comprends. Il aurait voulu terminer le job en équipe nationale et il aurait pu au moins continuer à œuvrer pour le Jaraaf. Pas à temps plein, même si c'est à temps partiel, mais c'est un entraîneur qui va compter pour le Jaraaf. Oui, parce qu'on parle d'un entraîneur. Oui. N'est indispensable. Mais connaissant les deux hommes, connaissant Chersek, connaissant Malick Daf, il s'apprécie beaucoup. Non, même il est indispensable, Tala, parce que Oui, il a été champion avec le Jaraaf. Et depuis combien d'années? Il a fait 3 campagnes de Coupe d'Afrique depuis combien avec cette d'années équipe. Malick est régulier avec son club. S'il n'est pas premier, il est en général deuxième du championnat. Et souvent, les gens oublient les résultats qu'il a eu à faire avant au niveau du port, à Djambar et aujourd'hui au Jaraaf. Et depuis qu'il est au Jaraaf, je pense quand même les résultats parlent en sa faveur. Parce qu'il a fait quelque chose quand même, il a donné un nouveau souffle au Jaraaf. Et le Jaraaf est devenu aujourd'hui l'une des premières équipes qui joue les premiers rôles dans ce championnat. Il a retrouvé ses lettres d'antan. Ouais, parce que disons, avant lui, c'était à un moment donné, après Al-Sandia, je pense. Je ne pense pas que le problème se situe au niveau de la compétence de Malick. Personne n'a... Non, je sais. Non, mais le problème ne se situe pas à ce niveau. Le cumul n'est pas possible, de mon point de vue. C'est-à-dire c'est un dilemme cornélien, comme le dit Adama. Mais c'était inéluctable que ce problème se poserait. C'est-à-dire, à un moment donné, il aurait à choisir forcément entre l'équipe nationale ou le Jaraaf. Oui, mais le problème ne se situe pas là. Mais est-ce que, avec tout ce qu'il a fait dans ce club, est-ce qu'il n'a pas gagné le droit de finir au moins ce qu'il a commencé, par exemple, s'arrêter avec, je sais pas, après ce tour de cadrage, d'après tout ce qu'il a fait pour le club quand même, il a coaché le Jaraaf. En même temps que l'équipe nationale cadette, en faisant des résultats dans ces deux entités. Quand même. Mais Hubert, pour moi, deux personnes... Ce problème-là, déjà, il y a l'ultimatum. Les gens ont tendance à l'oublier. L'ultimatum mais parce que l'autre aussi, il est toujours là. Hein. Il n'a pas encore choisi. Lui aussi, son tour viendra. Ouais. Il va c'est une histoire d'une semaine. On se dit que c'est une histoire d'une semaine. Mais après, c'est-à-dire que Malick, qu'il choisisse après la qualification ou avant, moi je pense que ça importe très peu. Non mais attends, mais le problème c'est... Si par malheur, Hubert, par malheur le Jaraaf se fait éliminer, ça me paraît important. Tout le monde dira que c'est à cause de cette histoire. Le Jaraaf est allé gagner, c'est une grosse performance. Mais absolument. Mais à Platinum, sans Malick. Non, sans Malick, mais c'est lui l'entraîneur de l'équipe. C'est lui qui a préparé son équipe. C'est lui qui a préparé son équipe. Donc ce résultat au Zimbabwe là, je pense que c'est le sien. C'est le sien, même s'il n'était pas sur le banc de touche. Absolument, je suis parfaitement d'accord. Moi, j'ai envie de dire que, comme vous le constatez, Tala pense que, par exemple, qu'on aurait pu le laisser continuer. Les autres pensent que, par exemple, effectivement, c'est une décision qui était inéluctable. Il faut rappeler une chose. Ce n'est pas la première fois qu'un sélectionneur, qu'un technicien soit à la tête d'une équipe d'élite et d'une équipe nationale. On a connu Gus Hiddink, il l'a fait à un moment donné entre le PSV Eindhoven, si je ne m'abuse, et l'équipe nationale du Japon ou de l'Australie. Il y a aussi... Chelsea et l'équipe nationale. Chelsea et l'équipe nationale, voilà, c'est ça. Il y a aussi le russe, l'Ukrainien avec les Valéry Lobanovsky. À un moment donné, il était à la tête de l'Ukraine et du Dynamo de Kiev. Et bien d'autres exemples. Je pense que récemment, il y a Paulo Duarte, même quand il était à la tête du Burkina Faso, il était en même temps entraîneur du Mans. Donc, ce n'est pas la première fois que cela arrive, en tout cas dans l'histoire du football. C'est quelque chose qui peut être envisagé si on n'a pas une autre alternative. Mais pour le cas de Malick Daf bien précis, vous avez parlé tout à l'heure de Youssouf Dabo au Teungueth FC, dont on parlera certainement tout à l'heure. Et il faut comprendre que Youssouf Dabo a été prolongé au TFC jusqu'à juin 2022, jusqu'à la fin du championnat 2021-2022. Et c'est une
année supplémentaire en option. Donc théoriquement, c'est une question de droit, ce qui n'est pas exclu formellement dans le texte est plus ou moins permis. Donc du moment où il a été prolongé, on suppose que de manière implicite, il renonce à l'équipe nationale. Voilà, une dernière même question s'il ne l'a sur pas cette encore affaire. dit. Cher, quelques secondes. Il ne l'a pas encore formellement évoqué. Mais pour le cas de Malick Daf, on ne sait pas ce qui se passera dimanche prochain pour le match retour. On souhaite que le Jaraaf fasse un résultat positif. Mais dans l'un ou l'autre cas, moi, personnellement, ma conviction personnelle est que il y a des techniciens au Sénégal qui peuvent, en tout cas, faire un travail qui est cohérent. Moussa Diatta et Papsi Redja sont à la tête de l'équipe en ce moment. Malick a fait un très bon travail. Pour moi, il n'y a pas péril en la demeure et quel que soit ce qui va arriver, Non, on verra, je pense que la décision elle est bonne, personnellement. On verra ce qui va se passer. Est-ce que les deux que vous venez de citer n'ont pas l'expérience de Malick et cette poigne également qui le caractérise. Dernière question sur cette affaire, Lamine. Est-ce que quelque part la Fédération sénégalaise de football n'est pas responsable de cette situation? Parce que quand elle prenait cette décision, je pense que c'est au même moment qu'elle avait choisi ces deux équipes pour représenter le Sénégal en Afrique. Oui, on peut penser que la fédération est responsable parce que c'est eux qui ont sorti cet arrêté ou ce décret pour demander l'arrêt du cumul des fonctions. Parce qu'avant, les entraîneurs étaient pigistes et maintenant, je pense qu'ils vont bénéficier de contrats. Mais c'est la date qui pose également problème. Je pense que la réunion du comité exécutif a eu lieu en décembre et ils ont donné un délai de 3 mois. Et durant ces 3 mois, il y a eu le tournoi UFOA avec les juniors et le tournoi UFOA avec les cadets. Actuellement, donc, si l'équipe U20 avait décroché sa qualification, Youssou Dabo aurait eu le même problème. Exact. Aurait eu le même problème. L'équipe ne s'est finalement pas qualifiée. Malick Daf a qualifié cette équipe et doit aller en compétition du 13 au 31. Donc c'est difficile de jouer sans son entraîneur du 13 au 31 mars. Ouais, c'est vrai que la CAN U20 se joue actuellement la CAN U20 se déroule actuellement en Mauritanie. De casting, c'est là où la DTN devrait prendre, comme je le disais tout à l'heure, son bâton de pèlerin pour aller voir les entraîneurs concernés, essayer de discuter avec eux, voir comment on peut surseoir à cette décision-là au niveau du comité exécutif. Parce qu'il n'y avait pas péril en la demeure. Parce qu'en prenant la décision d'engager Tenguet comme Jaraaf, il savait qu'il y avait des entraîneurs nationaux qui étaient engagés au niveau des clubs. Et donc cette décision-là ne devrait pas être à la va-vite. On aurait pu prendre le temps de voir, discuter avec ces entraîneurs-là, voir comment... Mais Talla, oui. C'est-à-dire que déjà, bon, on souhaite que le Jaraaf se qualifie. Le Jaraaf a ses chances en main. Absolument. Donc s'il se qualifie en phase de poule de cette Coupe de la CAF, et ça démarre au mois de mars, et il y aura forcément encore télescopage entre la compétition, la CAN. Mais aujourd'hui, dans l'urgence, qualifier le Jaraaf pour moi est un impératif. Ouais. C'est ça, l'obligation. Et nous, c'est ce qu'on est en train de dire. On aurait pu le laisser finir ce cadrage. Et après, on démarre. Moi, un petit bémol par rapport à ça. Moi, je suis d'accord. Je n'ai pas de problème avec ce principe-là. Si ça s'avérait, en tout cas, concluant, tant mieux. Parce que tout peut se faire, en tout cas, dans le dialogue et la diplomatie. Absolument. Mais il faut dire que pour le cas spécifique du Jaraaf, je ne suis pas certain que l'origine du divorce soit, en tout cas, inhérent à cette décision de la fédération. Peut-être qu'il y a d'autres, en tout cas, d'autres facteurs, d'autres, peut-être... en tout cas paramètres secondaires qui sont venus s'ajouter à ça. Hubert l'a évoqué furtivement en parlant de ce imbroglio avec le problème soit partir avec l'équipe à Harare ou en tout cas rester. Et ce qui s'est passé, on l'a constaté bien avant le départ de l'équipe pour Harare. Donc c'est peut-être une des causes principales de cette raison-là, mais je pense que plus spécifiquement, la décision de la fédération, effectivement, elle allait intervenir inéluctablement. Mais pour le cas spécifique du Jaraaf, il y a d'autres facteurs qui sont venus s'ajouter à la décision de la Fédé. Voilà, merci, on verra comment cette histoire va se finir. On l'espère tous avec une qualification du Jaraaf de Dakar la semaine prochaine à Thiès, au Stade Lat Dior. Pendant ce temps, Teungueth FC qui frôlait l'exploit à Tunis face à l'Espérance pour sa première dans cette compétition. Les Rufisquois se sont inclinés 2-1 dans un match où l'arbitrage a été plus que douteux. Amam Fatou Ndoye. TFC Vaillant qui a fait valoir ses arguments
qui a même ouvert le score 1-0 au Stade Rades de Tunis grâce à Djibril Silla. Mais qui est tombé à cause d'un pénalty généreux sifflé par l'arbitre kényan Peter Kamakou. Tout ce que je vois, c'est mon joueur qui dégage le ballon et puis ça tape l'autre joueur, son partenaire. Après, est-ce qu'il avait les mains collées ou pas? Il faut revoir les images parce que je n'ai pas revu les images. Et une glissade de son gardien, Baye Hassan Cissé, sur le but victorieux et coup de tête d'Abdoul Khalid. Un premier match en phase de poule de Ligue des Champions, loin d'être une promenade de santé pour l'adversaire tunisien. Ce match allait être difficile parce qu'on a supervisé quand même l'adversaire. C'est une très bonne équipe. Ils étaient bien organisés. Ils nous ont fait beaucoup de mal. Ils ont marqué le premier. Ce n'était pas vraiment facile. Heureusement pour nous, grâce à notre expérience, on n'a pas paniqué. On a su revenir avant la mi-temps. C'était décisif. Pour la deuxième mi-temps, on a su marquer grâce à notre banc, grâce aux nouveaux joueurs. Donc c'était un match vraiment très difficile pour nous. Et qui laissera sûrement des regrets à la formation rufisquoise. On n'a pas été mauvais, on n'a pas été bon non plus, mais il faut qu'on soit encore plus compétiteur dans l'arme, surtout sur ce genre de match où il n'y aura pas beaucoup de situations, ça c'est sûr, parce que c'est une compétition où tu as des équipes hyper concentrées, mais les quelques situations qu'on aura, il faudra vraiment les jouer à fond pour mettre les équipes en difficulté. Plongé dans le bain du haut niveau après ce déplacement à Tunis, Teungueth FC devra vite se remettre de cette première déconvenue pour aller chercher un résultat positif pour la réception du Zamalek le 23 février prochain. Alors, Tala, l'exploit n'était pas vraiment loin quand même. Quand on revoit le match, on a des pincements au cœur parce qu'on se disait que cette équipe était largement à la portée de Teungueth FC, mais finalement on se retrouve avec 0 point dans ce déplacement. C'est dommage parce qu'il y avait tout pour remporter ce match. Donc on avait mis tous les ingrédients, l'entraîneur avait préparé son équipe dans de bonnes conditions pour pouvoir faire un bon résultat. Maintenant, comme en football aussi, il faut savoir faire avec l'arbitrage aujourd'hui en Afrique. Je pense que ça, c'est un des problèmes quand même qu'il faudra élucider. On va en débattre tout à l'heure. Et aussi dans le comportement des joueurs. Parce que je pense quand même que si aujourd'hui Teungueth n'a pas pu faire le résultat qu'il fallait, c'est dans le comportement des joueurs. Ils se sont créés des occasions, je pense qu'au niveau de la dernière passe, donc on a eu à moins s'appliquer dans la concentration. Et c'est des choses quand même qui n'échappent pas. Donc sur le haut niveau, on a beau être bon, mais parfois, dans le dernier tiers, si on n'arrive pas à faire ce qu'il faut, donc on aura du mal à marquer un but. Parce que c'est dans cette partie du terrain où il y a à mettre un peu plus de rythme pour chercher le déséquilibre, pour pouvoir marquer un but. Et ça, ils l'ont fait, mais c'est surtout au niveau de la dernière passe qu'on a eu souvent du mal à concrétiser nos occasions. Et si vraiment on se reprend pour le match retour en mettant un peu plus d'impact sur le jeu, et avoir beaucoup plus de densité au milieu de terrain, je pense quand même que Teungueth pourra vraiment... Avant ce match retour, il y a déjà le Zamalek qu'on doit recevoir ici à Dakar. C'est devenu un tournoi. Oui, mais je veux dire, quel que soit Alpha, on connaît l'adversaire, on connaît ses faiblesses, on connaît ses forces. Maintenant, c'est vrai qu'il faut à domicile, il faut prendre les 3 points. Il faut apprendre de ses erreurs et se dire que cette équipe-là, elle est tout à fait prenable. Elle n'est pas extraordinaire. C'est comme quand on rencontrait le Zamalek, les gens nous parlaient du grand Zamalek. Mais hier, sur ce match-là, franchement, il y avait de la place pour pouvoir aller le plus loin possible. Largement, beaucoup de regrets. Ce match-là, vous l'avez suivi avec beaucoup d'intérêt. Et le résultat final ne nous est pas favorable. Mais quand même, comme on l'a dit, beaucoup de regrets, surtout de la part de l'arbitrage. On en reparlera tout à l'heure, mais quand même, sur le contenu, on a vu une belle équipe de Teungueth. Très intéressant. Moi, je rejoins Tala, surtout quand il a parlé justement de ce projet de jeu qui a permis à Youssouf Dabo de se procurer quand même des occasions dans ce match-là. Si vous analysez le match dans les 90 minutes, mais ma foi, le Teungueth FC ne méritait pas de perdre ce match-là. Si on parle, je veux dire, de ce qui s'est passé pendant 90 minutes, notamment l'organisation de ce bloc. Et j'ai beaucoup aimé ce que l'entraîneur
a essayé de tenter tactiquement durant ce match-là. Parce que si vous avez suivi l'équipe cette saison, il y a eu quelques changements qui ont été opérés par rapport à l'entraîneur. J'ai bien aimé le fait qu'il ait décidé de faire jouer son capitaine et arrière droit Moutaro Baldé en même temps que Babacar Diop sur le même couloir avec un Moutaro avancé. Ce qui fait qu'à chaque fois que Teungueth FC était en phase défensive, durant les transitions défensives, on voyait que Babacar Diop se rabattait dans l'axe et il y a Moutaro qui revenait en tant qu'arrière droit. Et on a vu que Mamadou Seck et Ibrahima Mané, ils ont été dans l'entrejeu et ils étaient préposés en tout cas dans la récupération. Moutaro à droite et Pape Ousmane Sarro était excentré gauche et il a mis le jeune costaud très puissant Paul Valère Bassène qui a beaucoup fatigué la défense, surtout avec ses courses, en tout cas il désaxait de temps en temps. Si vous voyez, au début il était à droite et à un moment donné pendant le but du Teungueth FC, c'est lui qui s'est décalé pour en tout cas pour être trouvé sur ce flanc gauche par Pape Ousmane Sarro, ce qui a été très bien. Donc je veux dire que dans ce 4-4-2 à plat parfois, ou bien dans un 4-5-1 qu'il a mis ce jour-là, c'était quelque chose qui était assez ambitieux et c'était le résultat d'une certaine analyse de son adversaire. À chaque fois dans ses discours, si vous l'écoutez, il se disait qu'à chaque fois, il ne s'agit pas de jouer contre les équipes par rapport à leur nom, mais par rapport à leur production sur ce terrain-là. Et là, on se rend nettement compte qu'effectivement, ça a failli marcher, n'eût été certainement les éléments dont on va parler tout à l'heure. Alors, Hubert, quand même, ce match-là, quand on le suivait, on savait que le danger ne pouvait venir que des balles aériennes et finalement, ça nous a été fatal. Oui, surtout que quand ils ont eu des difficultés à se procurer des occasions, ils ont en fin de match fait rentrer deux costauds. Je crois que l'un est ghanéen et l'autre est ivoirien. C'est vraiment des géants qui ont posé sur la défense de Teungueth FC. Ça a un peu perturbé le dispositif. Je crois qu'ils avaient 5 défenseurs, 3 défenseurs axiaux et les 2 latéraux qui étaient un peu plus en avance. Ça a un peu perturbé le système et le but est arrivé dans des circonstances assez malheureuses. Baye Hassan qui glisse, qui perd ses appuis. Et je crois que s'il était debout, bon, la balle était plein axe, il aurait pu l'arrêter. Il y a une réaction du défenseur. Ouais, parce que sur ce coup franc-là, il a tardé à accompagner. Parce qu'il serait parti en même temps que lui. Quand même par l'envergure. Il aurait juste fallu le déséquilibrer, ne pas faire la faute. Parce que c'est souvent ce qu'on reproche aux défenseurs. Parce que si tu tardes à décoller en même temps que l'avancante, l'attaquant, donc ce qu'on te demande, c'est juste de faire une petite faute légère et ne pas être sanctionné, le gêner. Le gars, le technicien tunisien quand même, sur ce coup-là, a réussi son changement. Non, parfaitement. Mais Hubert, moi ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a des erreurs qui ont été commises sur le marquage, comme sur le gardien aussi. Parce qu'on ne peut pas arriver à ce niveau de compétition et ne pas se cramponner comme il se doit. Parce qu'on a déjà tâté le terrain, on sait quel crampon il faudra mettre. Si c'est des vissés, si c'est des 12, des 16, je ne sais combien, 18, mais tu dois au moins sentir le terrain. Non, c'est ça, là où tu glisses. On n'était pas le seul à avoir ce problème. On a vu les joueurs glisser. On n'a pas peut-être cette habitude de jouer sur du gazon naturel. On n'a qu'un stade avec du gazon naturel. Mais il faut parer à cela, ça fait partie de l'expérience de ces compétitions. Ce sont des détails qui peuvent faire perdre. Parce que si tu rates, qui ont été pris en compte lors du match contre le Raza. La pluie. Oui, la pluie. Bon, vraiment, ils avaient paré à tout cela. Parce que même le coach Youssouf le déplore. Il se dit, à ce niveau de compétition, on ne peut pas ne pas prendre toutes les dispositions nécessaires. Parce qu'on est professionnel jusqu'au bout des ongles. On rentre dans le terrain, on s'y entraîne déjà la veille. 24 heures avant, on a le terrain à ta disposition. À l'heure du match. À l'heure du match. Le lendemain, tu viens, tu regardes, une fois le terrain arrosé, tu te dis maintenant qu'est-ce que je dois prendre, quel type de godasse je dois mettre. Et à partir de ce moment, tu prends la bonne décision. Et la décision, c'est de te cramponner de sorte que tu ne puisses pas glisser en permanence. Voilà, sur le plan du contenu, je pense que Youssou Dabo a réussi son approche du match. Il a mis beaucoup de densité au milieu.
en ne pouvant pas pénétrer l'axe de l'équipe de Teungueth FC, l'entraîneur tunisien s'est rabattu sur les côtés. On a vu beaucoup de centres en première période. Mais malheureusement, Khenissi n'était pas de taille à rivaliser avec Malick Ndoye, Pape Modou Sow, peut-être Babacar Diop. En deuxième mi-temps, il a apporté des changements. Moi, ce que je déplore, c'est peut-être que Teungueth s'est beaucoup plus contenté de défendre que d'attaquer. On a vu sur la situation du but, quand Pape Ousmane Sakho a placé une accélération, on a vu que ils ont déséquilibré le bloc tunisien. Et ces genres d'actions se sont rarifiés, surtout en deuxième période. Ils se sont beaucoup plus contentés de défendre, alors que je pense qu'il y avait de l'espace pour Pourtant, en gagner. deuxième mi-temps, ils se sont créés des occasions. Ils se sont créés des occasions. Mais c'est dans la dernière passe où vraiment on a manqué de concentration et d'application. Surtout ça, parce qu'il y a une action où Paul Valère pouvait décaler Djibril Silla ou Pape Ousmane Sakho. Il a préféré tirer directement. Je peux mettre ça sous le coup du manque d'expérience, mais je vous dis qu'au vu du contenu que Teungueth FC a produit, il y a de quoi espérer. Absolument. La notion de défaite encourageante n'existe peut-être pas, mais on peut être enthousiaste quant aux prochaines sorties. Un petit bémol pour le match retour. On s'est rendu compte d'une chose dont on n'a pas parlé, c'est que aussi, on s'est rendu compte que physiquement, le haut niveau en Ligue africaine des champions, c'est un cran au-dessus. Et force est de constater que l'équipe de Teungueth FC a un peu pêché physiquement vers les 10 dernières minutes de ce match. Et je pense que c'est un enseignement aussi à tirer dans ce match-là. Voilà, quand même, tout le monde s'accorde à dire que Teungueth FC a été floué par l'arbitrage dans ce match. Nous avons donné la parole à un de nos consultants qui vient ici souvent et qui a fait son mémoire sur la psychologie du sport. Il pense que les non-staff doivent être beaucoup plus réactifs dans l'immédiat et dans le bon sens du terme. Je vous propose d'écouter Cheikh Haïdara. Il y a un élément fondamental que le Jaraaf de Dakar et le TFC doivent prendre en considération dans ces compétitions qui se trouvent être la Coupe CAF et la Ligue des champions africaine. En effet, on se rend compte effectivement que le football est devenu beaucoup plus rapide et à partir de ce moment, la question de la psychologie du sport reste une question très prépondérante. Surtout sur le plan de l'arbitrage, je pense qu'on a un retard par rapport à la gestion de cette psychologie du sport, surtout sur le plan des relations entre joueurs et arbitres. Alors, il est très important de rappeler que les arbitres sont très stressés lors des matchs de haut niveau. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la VAR a été instaurée pour pallier un tout petit peu à ces difficultés qu'ont les arbitres dans le cadre de la prise de décision. Donc il y a cette stress spontané qui fait que l'arbitre doit dans certaines situations prendre une décision immédiate, une décision automatique très spontanée. Et ce qui fait qu'il y a l'adrénaline qui montre et qui se trouve dans une situation de délicatesse dans cette prise de décision. Et c'est en ce moment que les deux équipes doivent réagir pour pouvoir impacter sur la décision de l'arbitre. Et c'est sur ce plan que nous pêchons. En tout cas, les équipes sénégalaises pêchent sur ce plan-là. Parce que si la décision doit être en défaveur de l'équipe de Teungueth FC par exemple, c'est aux joueurs et au staff d'avoir une réaction quand même spontanée, très positive pour imposer à l'arbitre d'avoir un verdict qui sera satisfaisant à leur égard. Et c'est valable aussi pour le Jaraaf. Mais malheureusement, en compétition, on voit souvent qu'il y a du laisser-aller sur ce plan. Je pense que les joueurs ne sont pas assez formés, assez outillés sur ce plan pour pouvoir mettre une pression positive et permettre à l'arbitre de donner un verdict positif. Parce que là, le stress est tellement aigu, de sorte que l'arbitre a tendance à accorder beaucoup plus d'importance à l'équipe qui le sollicite de plus ou bien qui le met beaucoup plus de pression. Et malheureusement, on n'est pas trop fort sur ce plan. Donc je pense que sur les deux matchs, déjà, on a vu le scénario lors du match du TFC avec un penalty qui est presque inévident. Et aussi sur le match Jaraaf Platinum, on a aussi assisté au même scénario avec un penalty qui a été sifflé et qui laisse des doutes. Donc je pense qu'il faut insister sur cette préparation psychologique qui permettrait effectivement aux équipes sénégalaises d'être réactives face à ces genres de situations. Voilà, merci Haïdara. Je pense que s'il y a quelqu'un qui a eu à subir avec son équipe les affres des arbitres, c'est bien vous, Talafal avec Génération Foot.
Mais quand même, on se rend compte que nos équipes souffrent énormément de l'arbitrage en Afrique, nos clubs. Il y a eu un moment, c'était l'équipe nationale, mais bon, de ce côté-là, ça s'est réglé. Mais côté club, quand même, vraiment, c'est un vrai problème. Ça laisse à désirer. Mais je pense quand même qu'il faudra continuer le combat. Parce que d'après ce que dit Cher, moi, là où je ne suis pas d'accord avec lui, je pense que tout être humain est exposé souvent à la corruption passive ou active. Parce qu'il faut dire les choses. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire, par exemple, qu'il faudrait préparer nos entraîneurs ou les joueurs par rapport à l'arbitrage. Ça fait partie du jeu. Mais n'empêche, par exemple, si la CAF a reconnu de manière implicite en se disant maintenant il faudra protéger les arbitres, ne pas les exposer. C'est nous qui les prenons en charge totalement et non plus le club qui reçoit. Donc, c'est-à-dire c'est pouvoir isoler les dirigeants qui reçoivent ces arbitres-là pour ne plus donner de cadeaux, faire plaisir ou des cadeaux. Voilà, qu'ils ne disent pas leur nom. Et à partir de ce moment, si la CAF a reconnu, maintenant on doit pouvoir faire des recours après les matchs. Parce qu'en dehors de l'équipe nationale du Sénégal, si les clubs ont les moyens de pouvoir mettre une vidéo, envoyer à la commission d'arbitrage et de recours au niveau de la CAF, si on se rend compte que l'arbitre s'est trompé, mais quand même que les arbitres soient sanctionnés, et qu'ils soient sanctionnés, mais qu'on ne les laisse pas continuer demain ou après-demain et porter préjudice à des équipes qui ont investi énormément pour pouvoir au moins participer de manière honorable à ces compétitions. Voilà, Adam, est-ce que ce n'est pas une histoire de hiérarchie quand même? Parce que quand dans ce match Espérance Tenguet, dans le premier quart d'heure, on voit que Tenguet a un penalty clair. Et si c'est l'Espérance qui a cette action-là, on siffle automatiquement penalty. Et à la 45e minute, il siffle une faute. Et j'en suis sûr que si c'était dans l'autre surface adverse, il n'allait pas siffler. Mais quand même, on se dit que ces arbitres, ils se disent que oui, c'est des petits clubs, des clubs qui n'ont pas de vécu en Afrique. Là, on peut se permettre de siffler n'importe comment. Malheureusement, c'est une éventualité qu'on peut aussi envisager. L'action dont vous parlez, il s'agit d'une balle qui sortait. Il y a Paul Valère Bassène qui courait véritablement pour, en tout cas, avoir la balle. Et il y a le défenseur qui lui fait un croc en jambe. Effectivement, j'ai sauté immédiatement, j'ai dit, il y a pénalty. Immédiatement, l'arbitre, lui, sa décision était qu'il y avait une simulation, il a sifflé coup franc et curieusement, il ne lui donne pas de carton jaune. Or, le règlement, il est très clair, ou vous sifflez pénalty, ou si vous avez décidé que là, le joueur, il est en train de simuler et que vous sifflez un coup franc, vous lui donnez un carton jaune. Là, Paul Valère n'a pas eu le carton sur ce coup, donc c'était une faute technique de la part de monsieur Peter Kamokou. Pour revenir justement à ce dont vous parlez, Tala l'a dit tout à l'heure, je pense que avec ces fameux recours-là, je vous le dis, une source interne au Teungueth FC m'a informé que TFC a déposé effectivement un recours par rapport à ce match-là, par rapport au pénalty justement qui a été sifflé, parce que si vous analysez de près, techniquement, le règlement, parce qu'il faut que les gens comprennent qu'il y a un règlement qui est là et qui doit être appliqué à la lettre par les arbitres. Et là, c'était une faute. Non seulement il y a 3 conditions qui ont fait que cette faute-là, elle n'était pas du tout à siffler. La première, c'est que c'était un renvoi défensif de la part de joueurs qui se dégageaient. La deuxième chose, c'est que c'est une faute de la part d'un partenaire qui n'avait aucune raison, non mais aucune, à intercepter la balle. La troisième chose, c'est qu'il y a la distance qui a séparé le joueur qui fait le dégagement et le joueur qui reçoit le ballon de la main, d'autant plus que la main n'était pas décollée complètement. Et puis vous vous rappelez la main de Ghana en demi-finale de la CAN. Je parle même de la main d'un Algérien en finale. Effectivement, c'était Adlem Guedjoura. C'était Guedjoura et l'arbitre Alioum Seydou n'avait pas sifflé cette main compte tenu de ce que je dis. Pour Guedjoura, il disait qu'effectivement la main n'était pas décollée. Mais ici, il s'agit carrément d'une distance extrêmement réduite, de sorte que techniquement, le joueur qui reçoit le ballon de la main n'a pas le temps pour se libérer de cette main-là. Donc, pour ces 3 critères-là, rien que pour ces 3 critères, cette main, effectivement, elle n'était absolument pas à siffler. Il y a des arbitres qui nous regardent et ils pourront apprécier ce que nous sommes en train de dire. Mais c'est ça que dit plus c'est plus la hanche. C'est dans l'esprit, l'arbitrage, c'est dans l'esprit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a faute. Mais si la faute, elle n'est pas évidente, on n'a pas besoin de la siffler. Donc, c'est dans l'esprit qu'on arbitre un match. Donc, moi, je ne comprends pas. Parfois, on nous dit que c'est des arbitres internationaux. Mais
ils n'ont aucun niveau. Ce qui est désolant, c'est que c'est l'arbitre de la finale du CHAN. Donc supposé être l'un des meilleurs arbitres du continent. Mais Hubert, c'est dans l'esprit quand même. Le jeu, c'est dans l'esprit. Mais des fois, c'est pas une question de talent, mais de mauvaise foi. C'est une question de mauvaise foi. Déjà, quand on regarde l'attitude de l'arbitre durant toute la rencontre, à chaque fois, quand il y a faute, quand les joueurs de Teungueth FC viennent réclamer quelque chose, automatiquement, c'est comme s'ils se bagarraient avec eux. Il était beaucoup plus dans la théâtralisation que dans l'arbitrage. Moi, je me dis qu'il doit faire beaucoup plus preuve de psychologie. C'est ce même arbitre qui a arbitré la finale du CHAN. Et on le place parmi les meilleurs. Mais sa prestation ne montre pas franchement cela. Moi, j'ai notification des arbitres, parce qu'après chaque match, ils sont notés. Donc, on devrait nous donner la notification des arbitres après chaque match, pour qu'on comprenne exactement leur niveau. Parce que certains nous diront que oui, celui-là, il est le meilleur parmi tous les autres. Mais quand tu les regardes en compétition africaine avec les clubs, mais ils sont d'une nullité. Par exemple, tu te poses des questions. Les meilleurs, on les connaît. On a l'habitude de regarder. Il y a un arbitre égyptien, il y a un Égyptien, il y a un Marocain, il y a peut-être le Zambien qui ne porte pas forcément chance. Il y a Alioum. Mais cet arbitre, je le découvre lors du CHAN. On ne peut pas nous dire que c'est l'un des meilleurs arbitres, alors qu'on ne l'a pas vu lors de la précédente CAN, qui est le baromètre où on peut noter les grands arbitres. Moi, je pense que là-dessus, nos joueurs aussi, ça pose problème. Sur l'aspect de la communication, à chaque fois, quand l'arbitre siffle une faute, il y avait le seul Djibril Silla qui parlait à l'arbitre, et c'est peut-être dû au fait que c'est un Gambien. Il pouvait dialoguer avec lui parce qu'il comprend. Peut-être sur ce point, on peut former nos joueurs à s'exprimer beaucoup plus en anglais peut-être ou en français pour pouvoir communiquer à l'arbitre. Parce que cet aspect, on ne le souligne pas, mais ça peut être un point non négligeable. Mais quand même, si on regarde l'historique ces dernières années de nos clubs en équipe nationale, c'est même difficile de se rappeler d'un penalty accordé à une équipe sénégalaise, alors qu'on en concède énormément. Et souvent, c'est des pénaltys quand même. C'est-à-dire que ce qui n'a pas changé, cher, ce qui n'a pas changé. Pour l'équipe nationale, on a réglé ce problème. Vraiment, maintenant, nos matchs à l'extérieur, comme ici, il n'y a pas de problème majeur d'arbitrage. Mais pour les clubs, vraiment, c'est que GF, MPC, le Giraffe ont vécu ces derniers temps à Dakar. au Maroc. Giraffe à Dakar, ici, ils ont été floués devant le Wydad. Génération Foot devant Agadir, ils marquent combien de buts à Pékin que l'arbitre. Les gars ont d'autant plus raison que Lamine l'a rappelé tout à l'heure. Il faut préciser une chose, il ne s'agit guère d'une question de chauvinisme. Ici, on a expliqué pourquoi la main de Mamadou Sow n'était pas à siffler. C'est très clair. Là, le règlement, il est clair. Donc, nous ne sommes pas en train... Le recours dont tu parles là, c'est ça. Qu'on continue à mettre la pression et donner des éléments qui peuvent paraître factuels, qui prouvent de la pertinence. Même en étant éliminé contre PGFC, le Raja a introduit un recours. Jusqu'à présent. Donc, c'est pour dire les supposées erreurs d'arbitrage. Donc, je pense que c'est la voie à suivre pour taper du point sur la table. Il faut mettre la pression, continuer au niveau de la commission de recours des arbitres, leur montrer quand même que c'est des gens qui sont faillibles comme tout le monde. Ils font des erreurs et il faudra qu'on se serve de ça avec ces éléments palpables pour désigner les arbitres à l'avenir. Oui, j'allais terminer par rapport à ça. Donc il est clair que nous ne sommes pas en train d'être chauvins, mais nous sommes en train d'expliquer pourquoi cette main, elle n'était pas sifflée et que M. Peter Waerou s'est trompé. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Il suffit de regarder les forums. Souvent, c'est pratiquement 100%. Effectivement. Et peut-être le petit poussé qui rencontre le géant africain peut-être fait que dans la psychologie de l'arbitre, peut-être les choses se passent comme il ne se devait pas. Mais effectivement, moi je pense que ça peut commencer par justement ce que le Teungueth FC avec le président Babacar Ndiaye viennent de faire, à savoir déposer un recours du côté de la CAF pour qu'ils sachent que effectivement, même si ce recours ne passe pas, que les gens sachent que nous sommes en train de veiller à ce que le règlement soit appliqué comme il se doit à chaque fois qu'il s'agit d'un club sénégalais. Contre le Zamalek, on l'a fait et on a obtenu gain de cause. C'est ça. Voilà. Dans la lettre qu'on avait faite, on avait demandé
à désigner d'autres arbitres. On l'avait bien mentionné et on avait obtenu gain de cause. Voilà. Et c'est pourquoi ce recours-là, il est important pour l'avenir même voilà, de nos clubs. on va progresser, le temps file vite. Avant d'aborder le tournoi UFOA, quelques résultats de la 7e journée de la Ligue 1 sénégalaise avec AS Pikine qui s'incline à domicile face à Seneps 2-0. Le Ndiambour de Louga qui fait match nul un but partout face au Djambar. Stade de Mbourg qui emporte le derby de la Petite Côte face à Mbourg. Petite Côte justement, on a 1-0. Génération Foot qui bat Niaritali 2-0. Dakar Sacré-Cœur qui bat le Casasport 3-2. Les matchs Gorée Diraf et Tenguet Douane ont été reportés pour cause de Coupe d'Afrique. Au classement donc, le Diraf sans jouer qui garde sa première place, suivi de Djambar deuxième avec 12 points. Le Stade de Mbourg est troisième avec 12 points. Génération Foot quatrième avec 11 points. Tenguet FC 5e avec 11 points également. En bas de tableau, nous avons l'US Gorée 13e avec 4 points. 14e NGB avec 3 points. Avant d'aborder justement ce tournoi, il faut toutes nos félicitations à Cher Diop, Cher Gueye, qui est déjà notre super consultant qui est actuellement du côté de la Guinée, qui a eu sa licence UEFA. Bravo, cher, bravo. Qui a gagné même ce week-end 1-0. Toutes nos félicitations à toi, cher Gueye. Quand même. Et reviens-nous vite. Voilà, donc ce tournoi U17 avec le Sénégal qui reste maître de la zone UFOA-B. Les Lionceaux, auteurs d'un excellent tournoi, ont conservé leur titre de champion face au Mali. Victoire 2-0. Ils sont qualifiés donc pour la CAN au Maroc. On voit cela dans cet élément signé Mamadou Ndiaye. Les cadets sénégalais restent maîtres chez eux. Déjà qualifiés à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, prévue au Maroc, les hommes de Malick Daf devraient finir le job en finale face au Mali. Les Lionceaux ont fait une bonne entrée en première mi-temps en pressant les Maliens dans leur zone. Une domination qui porte ses fruits avec un but de Mamadou Nying à la demi-heure de jeu. 1-0, score à la pause. Les Maliens entament la seconde période avec plus de rigueur. Ils multiplient les occasions, mais la défense sénégalaise a pu tenir la baraque. Le Sénégal obtient un pénalty à la 81e minute transformé par Ibou Sané qui marque son 3e but du tournoi. « 2-0, score final. Le Sénégal remporte le tournoi de la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines de football, qualificatif à la phase finale de la CAN le mois prochain au Maroc. Une autre satisfaction du tournoi, c'est le Sénégal qui rafle toutes les distinctions individuelles. Meilleur buteur, Ibou Sané avec 6 réalisations, -3 après la disqualification de la Gambie. L'attaquant de Génération Foot a réalisé un très beau tournoi. Le jeune talent âgé de 16 ans qui s'est signalé d'entrée avec un triplé contre la Gambie en phase de groupe a survolé le reste du tournoi avec 6 réalisations signées en 4 matchs. Suffisant pour se voir décerner le titre de meilleur joueur. L'autre pépite qui s'est distingué, c'est Mamadou Nying, âgé de 14 ans. Le natif de Thiès a montré tout son talent dans ce tournoi. Très technique avec une capacité de dribbler facilement les adversaires. Mamadou Nying, naturellement désigné meilleur joueur de la compétition. Le trophée du meilleur gardien décerné à Alioune Diop qui a été impeccable durant ce tournoi. Le titre du meilleur entraîneur. Voilà, donc très belle victoire, très beau tournoi de cette équipe U17 de Malick Daf. Bon, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais quand même, mon coup de cœur, c'est Ousmane Diop quand même. Il n'a pas été élu meilleur joueur du tournoi, mais quand même, moi, je me dis qu'il a été exceptionnel sur son côté, très décisif dans des moments difficiles, parfois, surtout contre la Guinée. Mais quand même, cette équipe regorge de cracks. Il y a de très bons joueurs. Pour rejoindre
de ce que vous dites. Très rapidement, c'est vrai qu'à un moment donné, ça aurait même pu être Ousmane le meilleur joueur de cette compétition parce qu'il a étalé tous les matchs de son talent. Voilà, même Sané. Peut-être Ning, ce qui a favorisé que ça soit Mamadou Ning, c'est par rapport à la demi-finale et à la finale où il a quand même brillé. Je pense que c'est ce qui a un peu motivé les techniciens de la CAF pour lui donner ça. Mais somme toute, ça a été un très bon tournoi avec de très bons joueurs. Moi, je pense que ça rappelle un peu l'équipe des 2 années précédentes, celle qui a disputé la Coupe du Monde l'année dernière, avec avec le même entraîneur, avec les Pape Matar Sarr, etc., le jeune Ndiaye, qui était capitaine, entre autres joueurs, quoi. Voilà, Michael Gourfaye et tout. Moi, je pense que c'est une belle génération et il y a quand même des motifs d'espoir pour moi par rapport à la Coupe d'Afrique au Maroc. Ousmane Diop, talent de Djambar, Ibou Sané également, qui a éclaboussé ce tournoi quand même de par sa classe. On a vu ce but magnifique qu'il a inscrit. Rappelons qu'il a mis 6 buts, mais les 3 ont été annulés pour disqualification de la Gambie. Ibou Sané, c'est en pur produit Génération Foot. Hein. Il est né pratiquement là-bas, on peut dire. Hein. Oui, il est né là-bas, parce que son papa, il travaille. Je pense que c'est une très belle histoire et les garçons de GFTV vont se délecter pour raconter au moins son histoire. Parce que déjà, avoir un papa qui est là-bas, qui te voit jouer, qui te voit évoluer, tous les dirigeants qui t'ont vu grandir, jusqu'à maintenant faire partie de la crème des U17, je pense que c'est une fierté pour déjà son papa et pour lui-même le garçon. Et je pense que c'est des choses comme ça qu'on a envie de raconter, des histoires qui se passent dans le monde du foot. Et je pense que c'est un garçon quand même qui aime écouter, qui demande tout le temps des conseils, qui est là à l'affût d'informations. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il me faut pour m'améliorer? Et il est très humble. Et tu le vois tout le temps à côté de ses coachs, surtout son coach Ousmane Diop, qui l'appelle tout le temps après chaque match pour lui dire est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai à m'améliorer sur telle ou telle chose? Donc, c'est le groupe de Malick Daf, je dis. C'est aujourd'hui l'occasion de le féliciter. Parce qu'on a vu avec l'équipe de 2019, il a révélé des garçons qu'on ne connaissait pratiquement pas du tout. Et aujourd'hui, il réédite cet exploit en amenant l'équipe nationale des U17 en CAN et former un groupe où, quand tu vois le jeu chez les jeunes, tu sens qu'il y a de la qualité. Et c'est des garçons qui étaient sûrs de pouvoir gagner au moins cette compétition. Et l'occasion aussi m'est donnée de dire félicitations à la Fédé d'avoir mis les moyens pour que cette équipe-là puisse se préparer dans de bonnes conditions pour pouvoir au moins gagner ce tournoi. Hubert, qu'est-ce que l'on doit faire de ces jeunes pépites? Parce que quand même, quand on a des joueurs surdoués, il faut en prendre soin. Est-ce qu'on le fait vraiment? Parce qu'on a vu Kylian Mbappé, quand il est sorti à l'âge de 16 ans, tout le monde savait que ça c'est un monsieur à protéger. Et mais quand même, nous aussi, on a nos Kylian Mbappé. Oui, on a nos gosses. Cette génération-là, je crois que ça a jeté l'anathème sur les précédentes. Moi, c'est vraiment une génération qui m'a beaucoup séduit. Ibou Sané, c'est un gosse terrible qui met combien 5 buts en match de préparation. Et là, il a déjà l'instinct, cet instinct de buteur. C'est quelqu'un, c'est Amadou Diop qui a Amadou Diop. Ouais, vraiment cette génération-là. J'aime bien ce petit garçon. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est préparer la CAN. Parce que la dernière CAN, quand même, après avoir gagné, dominé l'IFOA, bon, on était vraiment passé à côté. Donc, on ne s'explique pas toujours. Parce qu'après, ils sont allés briller en Coupe du Monde. Mais quand même, ils ont parlé de problèmes d'acclimatation quand même dans une zone un peu haute. Là, devra être pris en compte pour que vraiment les gosses, cette génération-là, soient encadrés, suivis. Par la précédente, il n'y a pas eu beaucoup de déperditions. Il y a des gosses qui sont allés dans le haut niveau, comme Pamatar, et faire tout pour que les Sané et Metz nous donne l'exemple de comment prendre soin d'un talent, comme l'a fait avant Génération Foot. Lamine, vous avez suivi également ce tournoi et beaucoup de joueurs vous ont marqué. Hein. Oui, beaucoup de joueurs m'ont marqué. Il y a le meilleur joueur, celui qui a été nommé meilleur joueur. Fort également. Il est très bon. Il a marqué 3 buts et délivré 3 passes décisives pour un milieu de terrain. Et on sent également, comme tu l'as dit, on sent la patte Malick Daf. On sent qu'il y a un collectif. Quand il parle des pieds du gardien ou des mains du gardien, on sent qu'il y a un travail qui a été fait.
les deux axiaux, quand ils ne peuvent pas donner le ballon aux latéraux, ils progressent doucement et lentement. À chaque fois, on ne sentait pas qu'il y avait un vent de panique dans cette équipe. Ils n'ont jamais paniqué. Même quand les Maliens ont sorti les coups, moi j'ai bien aimé leur réponse. Quand les Maliens ont prôné ce jeu physique, ils ont su répondre, ce qui nous faisait défaut. On disait que les Sénégalais étaient peut-être un peu frêles, peut-être les Maliens ont joué sur ça, ils ont pu appuyer sur ça, et là ils ont eu du répondant et ils n'ont pas été à la fête. Je salue ce travail de Malick Daf qui mentalement à chaque fois appuie et ne laisse pas ces jeunes joueurs dormir sous le laurier. Je me rappelle, après le premier match, quand ils ont joué le deuxième, à la fin du match, quand on a interviewé ce même Mamadou Ning qui a été désigné meilleur joueur du tournoi, il a dit que le coach nous a remonté les bretelles parce qu'il disait qu'après nos buts, on partait danser pour célébrer nos buts. C'est pourquoi aujourd'hui on n'a pas célébré nos buts parce qu'il nous a demandé beaucoup plus de concentration. Donc ce sont des détails. Ce sont des détails à ne pas négliger. Après le 4-0, finalement, ils sont allés à 4-2. Ce sont des détails sur lesquels il ne faut pas négliger. Comme Hubert l'a dit, on avait survolé, lors de la précédente édition, on avait survolé le tournoi UFOA avec des scores fleuves. Et on a eu du mal à appliquer cela lors de la CAN. Cette fois, on va au Maroc. Cette équipe a eu l'opportunité de voyager dans cette zone à 2 reprises. Ils ont joué aussi bien contre l'Algérie que contre le Maroc. Donc je pense que ce problème d'acclimatation ne va pas se poser. Il faudra prendre des devants. Ils ont encore presque 3 semaines pour se préparer. Et Malick Daf doit savoir trouver les schémas pour consacrer cette équipe. Voilà. Surtout que le Mali nous donne rendez-vous là-bas. Oui, bien sûr. Et Malick l'a même dit dans ses dernières sorties, quand on lui a dit que les Maliens allaient venir mettre le pied, nous bousculer physiquement et tout. Surtout physiquement, mais quand même, il leur a dit, mais mes garçons vont répondre. Attendez-vous à ça. Il leur a dit, mes garçons vont répondre. Moi, c'était ma principale appréhension. C'est-à-dire que les Maliens, quand même, c'est des gosses, c'est des gamins tout jeunes, mais ils sont Mais Hubert, un joueur, ce qui le détermine le plus, c'est sa personnalité. Un joueur qui n'a pas de personnalité, tu te fais marcher dessus. Absolument. Quelle que soit ta taille, ton gabarit. Mais quand tu montres que tu sais répondre aux coups, là, l'adversaire te respecte. Et Malick, il prépare ses joueurs à ça, en te disant que, oh, mon gars, tu mets le pied ou tu te mets dehors. Voilà, le dernier mot avec Adama. Je voulais juste préciser par rapport à l'élan de sympathie de Talla par rapport à la Fédé et au staff. C'est une très bonne chose de les accompagner. Les cadets ont eu une très longue préparation, ce qui est très bien. Maintenant, il faut qu'on comprenne que, attention, nous allons en Coupe d'Afrique et le syndrome du Rwanda en 2011 qui nous est arrivé alors qu'on avait une très bonne équipe avec la génération de Rebina Salah, etc. Roger Gomis, on avait de quoi remporter cette CAN-là, mais on a pêché lors des 2 derniers matchs contre le Burkina Faso, futur champion avec Bertrand Traoré et justement l'Égypte qui nous bat 1-0. C'est le Burkina qui va remporter le trophée alors qu'on avait une très bonne équipe. Même chose lors de la dernière CAN, je pense que c'était en Tanzanie, 2019, là où aussi le Sénégal effectivement avait les arguments pour le remporter. Malheureusement, on a été éliminé par la Guinée avec ce qui s'ensuit. Donc pour les Maliens, ils ont eu une préparation pendant 1 année. Et au début, vous savez combien ils étaient? Ils étaient 100 jeunes Maliens. Pendant 1 an, ils ont trié jusqu'à venir ici à Dakar. Donc, Talla, c'est très bien d'applaudir, mais il faut qu'on comprenne aussi que la préparation, elle n'est jamais suffisante. Et il faut continuer le travail. Voilà, très bien. Ce qui est fait, il faut reconnaître quand même qu'il y a eu du travail qui a été fait. Il est temps qu'on remporte cette CAN. Les moyens ont été mis. Et donc, maintenant, c'est à nous d'être dans l'esprit des compétiteurs. De se dire qu'on va en compétition pour gagner. Il faut qu'on la gagne. Parce qu'on ne l'a jamais été. La Gambie l'a gagné en 2005 et en 2009. Il est temps que le Sénégal gagne ce trophée. On espère que ce sera le bon cette fois-ci quand même. On attend avec impatience cette CAN U17 qui va se jouer. Moi, je veux bien qu'on soit exigeant. Et malheureusement, je pense que Hubert me le disait hier, qu'il n'y aura pas de Coupe du Monde de la catégorie puisque la FIFA, voilà, c'est une décision de la FIFA. Merci les amis quand même, c'était un plaisir de vous avoir sur ce
plateau de Sport à la Une pour parler de cette actualité football très riche. Nous allons vous accompagner avec du basket. Cette affiche des invaincus qui a eu ce week-end au Stadium Marius Ndiaye entre l'AS Ville de Dakar et Saint-Louis Basket Club. Et ce sont les champions en titre qui s'imposent 72-61. On voit cela avec Cheikh Sadibou Diarra et Ahmadou Ba. L'AS Ville de Dakar, seul leader de la poule A du National 1 féminin. L'équipe championne en titre a remporté le duel des invaincus face au Saint-Louis Basket Club. Une maîtrise de bout en bout du match pour s'imposer 72-61. Nous sommes l'équipe à battre cette année par rapport à notre statut. Donc on n'aura que des matchs difficiles. Maintenant, il faut qu'on continue le travail, être patient. Maintenant, et faire de bons choix pendant les moments décisifs, je pense que c'est ça. On a été patient, donc, et ça paye à la fin. Donc, il faut le dire qu'il y a une très bonne réaction de l'équipe du Saint-Louis. Il y a eu un très bon niveau des deux côtés. Donc, une première défaite pour les Saint-Louisiennes qui n'ont pu tenir la comparaison dans ce match. On était mené à 9-0. On a fourni beaucoup d'efforts pour revenir au score. Car lorsqu'on était revenu au score, les filles n'ont pas su attaquer. Les attaques, elles se sont précipitées. C'était la jeunesse. Défensivement, on a été un peu faible. Mais en attaque aussi, on ne marque pas de panier. C'est ça qui a été un peu nos faiblesses. Dans la suite du championnat, je crois qu'on peut faire mieux que ça. Inch'Allah, si on travaille bien. L'AS Ville de Dakar continue son parcours sans faute depuis le début de la saison. 6 victoires en autant de sorties dans le National 1 féminin. De bonne augure pour la Coupe d'Afrique des clubs champions au Caire du 12 au 20 mars prochain. Le football européen à présent, avant d'accueillir Madiop avec Liverpool qui dit pratiquement adieu au titre de champion en Angleterre, Manchester City qui déroule en France, le Paris Saint-Germain qui se rebiffe à égalité avec Lille. En Espagne, les grands d'Espagne se sont imposés. Mambiram Diouf. Avant le Barça, Lyon refroidi, déjà à la tête à Barcelone. Sans Neymar et Di Maria, le Paris Saint-Germain a difficilement battu Nice 2-1 samedi pour doubler Lyon refroidi par Montpellier 2-1 et revient à une longueur du leader Lille, 55 points, neutralisé par Brest 0 but partout. En Série A, l'Inter prend la tête à l'AS Milan à une semaine du derby. L'Inter Milan a profité de la défaite surprise de l'AS Milan pour s'installer dimanche dans le fauteuil de leader à une semaine d'un derby qui vaudra cher. En Espagne, le Barça aussi braille avant le Paris Saint-Germain avec un doublé de Lionel Messi. Les Blaugrana ont enchaîné leur 12e succès consécutif en Liga, 5-1 contre Alaves pour le compte de la 23e journée. Une victoire salutaire à tous jours de la réception du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. En Premier League, les matchs de la 24e journée de Premier League samedi ont eu des airs de passation de pouvoir. Liverpool battu à l'AS 3-1 admet qu'il sera sans doute impossible de reprendre Manchester City qui s'envole après sa victoire sur Tottenham 3-0. Manchester United n'a pu ramener mieux qu'un match nul 1 but partout de chez l'avant-dernier. West Bromwich Albion 1 but partout avec un but du Sénégalais Mbaye Diagne, un nul qui permet à City de se détacher en tête du classement. Voilà, Madiop épuisme la ñuy jeexalee Madiop maa ngi lay nuyu. Diaw nuyu naa la nuyu téléspectateurs yi nga xamante ni ñu ngi seetaan. Yéen a ngi woon ci seen 9e journée démb fële ca Thiès hippodrome Ndiaw Macodou. waaw démb ci dimanche bi la ñu am ñun suñu 9 journée mu nekk loo xamante ni ma koy wax saa su ne Diaw yàlla nañ dem ba am 20 journée. loolu la ñuy ñaan yàlla ñaata journée ngeen di tollool wala xamu leen ko da ngeen di dem ba ay 26 année bi dañuy dem ba ay 26. parce que dañuy dawal ba après koor gi. loolu baax na. ba après koor gi dañuy dawal moo tax démb ñu amoon nag journée bu am solo foofu ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop démb journée bi ñu am wax naa ne bu dul woon coronavirus journée boobu grand prix lay doon parce que vraiment course bi nga xamante ni moom lañ moo ci gënoon a fees mooy course groupe 2 groupe 1 bi et amoon démb foofu ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop waaye nag dama indi démb course 2 ans yi nga xamante ni Diofior moo ko raw mu nekkoon course bu neex a neex ñu dem seetaan ko ci suñu micro te ñëwaat. gaa yi jug nañu
gars yi jug nañu ku tak am na ku tak Diofior génn na. dafa am benn fas boo xamante ni box bi dafa yéex a ubbeeku moo tax sooke bi teg ci kaw bàyyi fas bi mu dem. Diofior génn na. Diofior génn na. Diofior génn na. Diofior génn na am na benn fas bu maal box yi war nañ cee wax de. moo jóg ndeysaan am na fas yu des ci box yi am na fasu bàyyi sookeem ca box ya ma jóob xam nga jàngoro boo bëggee mu faju akub góoma yam da nga koy jonj ba mu set doog koo def li ciy faj yal nañ yàlla may box yu bees waaye ma jóob ma di la xamal ni 2 ans yi ki génn mooy Diofior waaye ki daaneel sooke bi nag moo ñëw 3e position. Diofior bañ na. Diofior bañ na bilaay Diofior mi moo. Diofior génnaat na ci kanam ba léegi Diofior arrondissement. Diofior génnaat na ci kanam ba léegi ndeysaan xoolal fas bi nga xam ne sooke bi daa des ci biir box bi oh xoolal lii Diofior a ngi yokk distance bi. 7 moo nekk 2e position. laa ilaaha illallaah. Z la sooke bi daanu. ndeysaan. Z la sooke bi daanu ndeysaan. non ma jóob ko moom. ma jóob Diofior wàcc na fa gaaya mi ngi nii di tourné ci virage bi nga xam ne fu toll Kër Mbay Juuf bi bu ñu ñëwee dañuy téye mi ngi nii di tourné fi ñu déparé woon ñoom Diofior a ngi ci kanam Diofior a ngi ci kanam ñu ngi félicité waat Adama Bao oh lu xew ah Baatar Diofior mi Diofior. voilà ma jàpp course ba ngokk waaye problème mu box yaa ngi ko fi doon sulli keroog fii waaye dafa mel ni yëf yi ba léegi mi ngi. taxaw jaaw loolu dafa ba léegi nii problème bi réglé wul benn yoon saa su ne nag ñu yaakaar ni dina réglé mais réglé wul te problème box yi dafa nekk problème boo xam si ne problème bu sensible la. ndaxte ki nga xamante ni dafa jël fasam. defar ko ba mu àgg. def ci lu ne. mais problème bi sax nañ ko expliqué mooy dañuy joxe coup d'envoi am yu tijjeeku am yu tëju. am yu tëju ci foofu laa jëm ki nga xamante ni dafa jël fasam joxe repas joxe dugub fay parfum fay jockey mu ñëw ba ci course bi bu jockey kii boxam bañ a ubbeeku loolu xam nga dafa xaw doy waar te loolu bu ñu ci jugul mën na indi ay problème ci course yi pic te problème boobu nag nañ ko teel a daw léegi nii bala moo ñëw suñu kanam benn fas buy daw moom kese gis nga xola mi ngi nii gis nga xola gis nga ñetti fas yi ñoom mujj a jug parce que seen box dafa yéex a tijjeeku lii nii tamit gis nga mi ngi nii xola image yi gis nga image yi gis nga ñii taxaw ci kanam box yi nan ngay ubbee box di taxaw ci kanamam lii tamit xam nga war nañ cee wax bu baax a baax lii nekk ay danse yoo xam si ne fas bi bël bi muy génne ku mu fekk ci kanamam mën na laa rey waaw yooyu yëpp war nañ ci jël ay matukaay ñu ciy interpréter CNG course hippique moom ñoom ñi nga xamante ni tamit ñoo jiitee wàllum course hippique ñu jële woon box yi ba fi ñu toll nii box yi def 10 ans lu def 10 ans nag ba indi ay kalma ñangaan da nga ko war dem nga changé ko wala ñu xool leneen loo ci def ba tax na am na ñoo xam si ne def naa leen ci ay interview muy ñi nga xamante ni ñoo yor saytu box yi am na lu ñu ci wax ñu dem seetaan ko te ñëwaat ci box yi. boo gisee lu ko waral mooy yenn saa yi fas yi ci boppam ñooy yëngal box yi ba mu am dérangement boo am dérangement rek yenn saa yi day am défaillance mécanique mais bu dee jàmm rek am na box yi moom amul benn problème. am na yeneen yu bees tamit lu bees moom ko ne xam ne yemut ak dara xam nga ndax oto tax boo ko yoree dawal ko benn année benn moment boo ko dawalee des fois da nga gis mu ne oto bees tax dawal ko dawal ba mu neex jóg ko delloo ko maison ba joxaat ko oto bees. bi ñuy may départ. benn fas wi mi ngi ci kaw. tag na nekk ci kaw. yooyu toujours day indi ay défaillance mécanique mais bu fekkee ne rek taw ñëw nañ dugg normal bu ne tay box yëpp ay ubbeeku. loolu moom c'est-à-dire xam nga ku ne ak bëgg-bëgg rek. gars yi seen bëgg-bëgg la ñuy wax rek mais porte moom li koy déclenché leen la mi ngi nii saa bu ne tëf lépp ay ubbi ndox. muy kii jàpp ci màggat na moom mais nag quand même mi ngi mën naa daw ba ci kanam. box yi comme yii moom pour defar ko fii moom dina jafe. bien sûr. man mii man si métallique laa lii laay liggéey man maay liggéey araay moom di caam maa liggéey Kébémer maa liggéey ainsi de suite Mbacké Daara Jolof Mbacké et tout extra. kon lii bu la ko joxoon tey di nga ko liggéey. vite fait du dara moo tàng ci daal di naan ñoo yem képp ci man. kon lii mën nga ko liggéey. amul lañ ci sikki sàkka loolu werante wuñ ko sax ma jóg loolu du la ñuy xalaat say gi fer noir du dara. voilà pex mel ni kon coow li daal foog ñu réglé ko. coow li faaw mu réglé wu parce que lii moom su dakkulee mën naa indi musiba ndaxte ay fas yu dajaloo ba pare yii génn yii maal loolu moom indi woon élastique gi sax atane am ñun bu njëkk élastique lañ daan dawalee temps baay badaloo dañ daan jël élastique ñu xëcc ci fas yi rangaloo buñ bàyyi élastique yi fas yëpp dem ku fa des nag yaa fa bàyyi sa bopp waaye bii moom tëj ci bopp fas bokk su tëj ba ñëpp tëju nga ubbi ñii bàyyi ñii
loolu moom day xaw doy waar du ci ñoom nag xëy na ci box yi la mais nañu jug ñu defar box yi bu baax a baax loolu moo nekk li nga xamante ni mooy lu wóor a wóor ñu joxe xanaa résultat yi nga xamante ni moo ko am rek amoon nañ fa 5 catégories mais dernière catégorie moom pur sang yi la boobu moom du ma ko lire mais première catégorie bi ñu ko doon daw ñoo nekk plus de 3 ans yi mooy mu yem ñettat ñu ngi doon daw ci distance su 1650 mètres bi ñu daw ba tey ki jëraw gàddu gi mu nekk expert ci temps wu 2017 secondes deuxième bi nekk nga xamante ne mooy Alpha Ndiaye troisième bi nekk Pathé Fary Diop cinquième bi quatrième bi nekk nga xamante ni mooy Marie Père cinquième bi nekk nga xamante ni mooy Missy ak deuxième course bi pour les 2 ans ñoo ko doon daw ci distance su 2200 mètres bi ñu daw ba tey ki jëraw gàddu gi mooy Diofior ci temps wu 1 minute 32 secondes deuxième bi nekk nga xamante ni mooy Baka 3 troisième bi nekk nga xamante ni mooy Moulay quatrième bi nekk Betty Major cinquième bi nekk nga xamante ni mooy Bassirou Dia troisième course bi groupe 3 ñu ko doon daw ci distance 2200 mètres bi ñu daw ba ter ki jëraw gàddu gi moo nekk Bel ci temps 3 minutes 01 seconde deuxième bi nekk Taqwa troisième bi nekk Nenikar quatrième bi nekk Baraka 2 cinquième bi nekk Khourédia quatrième course bi groupe 1 groupe 2 ñoom ñoo ko doon daw ci distance 2200 mètres bi ñu daw ba ter ki jëraw gàddu gi mooy Dardas bu professeur Sakhi Thiam ci temps 3 minutes 01 seconde deuxième bi nekk nga xamante ne mooy Midna troisième bi Maxa quatrième bi Dameteñ cinquième bi nekk nga xamante ne mooy Salimar loolu moo amoon démb ci hippodrome Diama Kodu Diop bu Ceeskaay. jërëjëf Madiop xam naa di nga ko gën a yaatal ci émission Naaru Góor incha allah bu neexee yàlla demee incha allah. Voilà, merci aux téléspectateurs. C'était tout pour ce numéro de Sport à la Une. Très football aujourd'hui. Excellente suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.